Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence pour ce webinaire sur la gestion des conformités sur un système d'information dans un établissement de santé. Heu, est-ce que est-ce qu'on m'entend correctement, Audrey? Est-ce que c'est bon? C'est bon pour moi. OK, super. Donc, aujourd'hui, on va parler toujours des établissements de santé. C'est un programme qu'on fait dans le cadre de notre partenariat avec la Centrale d'achat de l'informatique hospitalière, la CAIH. Et l'objectif, cette fois-ci, ça va être de parler de tout ce qui est conformité, notamment par rapport aux référentiels dans les établissements de santé. On avait déjà fait il y a peu un webinaire sur la gestion des vulnérabilités. Là, c'est conformité. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat de Livestorm. On y répondra à la fin. Pour ceux qui ne me connaisseraient pas, qui ne me connaîtraient pas encore, donc je m'appelle Maxime Aléhédine, je suis un des 3 cofondateurs de la société Cyberwatch. Je suis spécialisé sur tout ce qui est gestion des vulnérabilités et donc ça va bientôt faire 20 ans que j'ai démarré un petit peu dans la sécurité informatique avec plutôt initialement, heu, on va dire des actions côté plutôt piratage. C'était plutôt pour, en fait, jouer à des jeux sans CD initialement et puis après l'idée c'était de proposer des services pour aider les structures à se défendre, des personnes qui font des choses, qui sont illégales, qui sont malveillantes. Là, on va parler aujourd'hui donc de conformité. C'est un secteur qu'on connaît bien chez Cyberwatch parce que on a déjà pas mal de clients dans les secteurs de la santé. On travaille avec certaines ARS, avec des CHU ou des CHRU. On travaille aussi avec des GHT. On connaît pas mal aussi les programmes de type Open, par exemple, au niveau de tout ce qui est établissement de santé. Et on a également des contributions régulières qui sont faites, au niveau des établissements de santé avec, l'élément le plus connu sur lequel on a contribué, c'est on a un dictionnaire qui s'appelle Richelieu, qui contient en fait les mots de passe les plus utilisés dans les environnements francophones et qui a été repris, par l'Agence du numérique en santé. Si jamais on regarde déjà un petit peu les spécificités des systèmes de santé, donc il y a des éléments que vous allez retrouver par rapport à notre dernier webinaire aussi, mais la première contrainte qu'on retrouve systématiquement dans un système de santé, c'est l'obsolescence. C'est-à-dire que systématiquement, on voit que les systèmes que vous utilisez dans des environnements de santé, il y a des systèmes qui sont un petit peu des boîtes noires sur lesquelles vous ne pouvez pas faire tout ce que vous aimeriez faire et notamment des systèmes très anciens à base de Windows XP, de Windows Server 2003, de Windows Server 2008, de Windows 7, etc. Il y a même des endroits où c'est du Windows 3.1. Et on retrouve aussi la même chose avec des environnements Unix parfois très anciens, avec du Red Hat 3, avec du Debian 5, etc. En fait, ça, le problème, c'est le problème des appliances qu'on vous fournit pour certains constructeurs et vous n'avez pas le droit de les toucher, ces appliances. Ces appliances, c'est vraiment des boîtes noires qui sont posées chez vous. La deuxième contrainte, c'est les garanties constructeurs et justement, en fait, ce que les constructeurs d'équipements médicaux vous disent, c'est quand on vous fournit un poste, par exemple, de travail qui est connecté et qui pilote une machine médicale, si jamais vous faites des modifications sur ce poste de travail sans avoir consulté au préalable le constructeur, eh bien, la garantie saute. Ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile de faire des travaux sur ces machines-là. Et la troisième contrainte, qui là est spécifique à tout ce qui est gestion de la conformité, en fait, c'est que vous avez des exigences qui proviennent notamment, et je dis bien notamment, de la PGSSIS, la politique générale de la sécurité des systèmes d'information de santé. Et on va regarder un petit peu comment s'inscrit la PGSIS au niveau des environnements de santé, quels sont un petit peu les différents types de documents utiles à connaître pour tout ça. Et en fait, il y a énormément de documents, c'est-à-dire que si jamais il y a des personnes qui vraiment travaillent dans des établissements de santé aujourd'hui et qui travaillent dans la partie informatique, effectivement, quand on regarde la PGSSIS et notamment le petit schéma à gauche sur mon écran, ça c'est une petite partie uniquement des documents que vous êtes censé connaître slash utiliser au quotidien. Et autant dire que c'est très, très, très compliqué. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de documents qui sont liés à des contrôles humains, donc vraiment de l'organisationnel, des procédures, des processus, et à des contrôles techniques. Et il y a trop de contrôles qui vous sont demandés pour pouvoir tout simplement les vérifier sans être outillé. Et le tout, en fait, ça s'inscrit dans un cadre réglementaire en plus qui est en constante évolution et qui est assez complexe, avec par exemple la loi informatique et liberté, avec les règlements européens comme IDAS, le référentiel général de sécurité,
donc le RGS qu'on entend régulièrement pour tout ce qui est lié à des protocoles de chiffrement notamment, le code de la santé publique. Et puis, on parle souvent de tout ce qui est PGSSI-S, mais on oublie également tout ce qui est PSSI-E et PSSI-MCAS. Et ça, je vais revenir là-dessus justement. Si jamais je fais une petite synthèse avant de rentrer dans le vif du sujet, en fait, le fait d'avoir des systèmes qui sont obsolètes, le fait d'avoir des systèmes sur lesquels vous ne pouvez pas appliquer de grandes modifications, on va dire structurantes, par exemple installer trop de logiciels dessus, eh bien, ça vous oblige à minima à mettre en place ce qu'on appelle du durcissement d'actifs pour tout simplement faire en sorte que ces éléments-là, qui sont un petit peu des boîtes noires chez vous, eh bien, que ces boîtes noires, elles soient un peu plus difficiles à attaquer. Finalement, ça revient à dire, j'ai ma boîte noire chez moi, mais je vais mettre un peu de bouclier autour, un peu de protection complémentaire autour. De plus, quand on regarde tout ce que vous avez à appliquer en termes de référentiels ou de guides, bah finalement, quels sont les référentiels les plus pragmatiques à appliquer? Quels sont les éléments prioritaires par rapport aux autres? Et puis, quel est le chemin à prendre qui vous permettra d'avoir une approche où vous devenez de plus en plus conforme et en même temps, qui vous permet de faire accepter le tout à vos équipes. C'est-à-dire que, dit autrement, est-ce qu'il existe un chemin qui est pragmatique pour avancer, concrètement pour pas rester dans du rouge en permanence, et qui en même temps génère pas trop de frustration pour vos équipes. Et bien, c'est ce qu'on va essayer de regarder ensemble. Alors, déjà, quels sont les outils et référentiels utiles dans un système d'information de santé? Le premier élément, celui d'où découle tout, c'est un petit peu le document initial, eh bien, c'est la PSSI-E, pour politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Ça vise tout simplement à assurer la continuité des activités régaliennes dans un système d'information, à lutter contre tout ce qui est fuite d'informations et puis aussi dire, bah, les systèmes qui dépendent en fait de l'État, eh bien, ils sont bien gérés et donc à créer une confiance par rapport aux administrés de sorte à ce que quand ils utilisent des services qui viennent de l'État, qu'ils se disent, bah, OK, a priori, c'est propre. Ça s'articule autour de 10 principes stratégiques. Je ne vais pas les énoncer tous ici, c'est pas l'objet. Je vous ai mis un lien vers le document si vous voulez le reconsulter. Mais globalement, c'est une sorte de table de 10 commandements qui sont très généralistes, qui sont très génériques et qui derrière sont redéclinés pour chaque entité. L'élément justement qui permet de transcrire la PSSIE en éléments qui soient plus proches des besoins des activités du ministère de la Santé, eh bien, c'est la PSSI-MCAS, aussi appelée PSSI-MSS. En fait, ça dépend tout simplement du nom du ministère des Solidarités et de la Santé. Et donc, c'est politique de sécurité des systèmes d'information des ministères chargés des affaires sociales. Ça, c'est MCAS, c'était quand c'était sorti. Ou alors des ministères sociaux. Donc, c'est pour ça que vous verrez parler soit de PSSI MCAS, soit de PSSI MSS. Et en fait, c'est un acronyme qui évolue à chaque fois que le ministère en question change de nom. Et alors là, attention, ça s'articule autour de 34 objectifs qui ont chacun une ou plusieurs règles. C'est-à-dire qu'on parle des fameux 10 commandements initialement avec la PSSI. Et quand on la décline sur les besoins des établissements de santé, on passe à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de règles. Là, je vous en ai mis quelques-unes. C'est des règles qui parlent notamment d'avoir un besoin de cartographie. Donc, il y a un objectif, c'est il faut tenir une cartographie détaillée complète des réseaux et des interconnexions, ou alors tenir à jour une cartographie détaillée complète des SI. Et après, vous avez des règles comme il faut une cartographie, il faut faire un inventaire des ressources informatiques, etc. C'est un document qui est accessible depuis la base Légifrance parce que ça a été publié au journal officiel. Donc, c'est très important, ça vous est opposable. Et donc, vous pouvez voir ces éléments-là. J'ai aussi mis le lien dans le document qu'on vous enverra après avec Audrey. Et enfin, il y a la partie encore plus finement applicable à tout établissement qui a un système d'information de santé. C'est ce qu'on appelle la PSGSI-S pour politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé. Là, ça ne concerne que la partie système d'information de santé, c'est-à-dire les systèmes d'information, eh bien, qui vraiment sont liés à une activité de santé. Concrètement, si jamais vous avez un système d'information qui ne traite aucune information liée à de la santé, bah, c'est pas forcément concerné par ces éléments-là. Ça s'articule autour d'un document chapeau qui en fait se pose des sortes de principes fondateurs, des principes très génériques. Et après, il y a des référentiels qui, eux, vous sont opposables. Concrètement, c'est-à-dire qu'on peut vous reprocher de ne pas les suivre.
Et vous avez ensuite des guides, des documents d'aide à la mise en œuvre et des guides pratiques très liés à un problème ultra précis qui, eux, ne sont pas opposables. Qui ne sont pas opposables, pardon. C'est-à-dire que, en gros, ils sont plutôt là pour vous aider à appliquer des mesures qui vous permettent de suivre les référentiels. Et donc, il y a un corpus qui est mis à jour régulièrement avec aussi le lien que je vous ai mis ici. Il y a un élément qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'en fait, tout ça, quand on y regarde un petit peu de plus près, ça s'inspire ou plutôt ça reprend des éléments qui sont issus du guide d'hygiène de l'ANSSI, donc de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et qui donne en fait des bonnes pratiques applicables à tout système. C'est-à-dire que finalement, si jamais vous appliquiez déjà toutes les mesures du guide d'hygiène informatique de l'ANSSI sur tout votre système d'information, en fait, a priori, vous rempliriez déjà pas mal de cases sur les référentiels des particularités vraiment dédiées au système d'information de santé. Maintenant, quelles sont les limites en fait de ces principaux référentiels au niveau du marché? Eh bien, il y a 2 écoles. Si jamais on prend le cas de l'école française, c'est-à-dire vraiment les documents qui sont liés à l'ANSSI, par exemple, la principale difficulté, c'est comment on fait pour les appliquer, ces documents-là. Déjà parce qu'il y en a beaucoup, et en plus de ça, les éléments qui sont proposés ici sont relativement libres d'interprétation. C'est-à-dire que par exemple, vous avez une règle qui s'appelle RES-durci. La règle, c'est durcir les configurations des équipements de réseau. Et c'est les équipements de réseau, comme les routeurs, doivent faire l'objet d'un durcissement spécifique comprenant notamment, outre le changement des mots de passe et certificats, la désactivation des interfaces et services inutiles, ainsi que la mise en place de mécanismes de protection du plan de contrôle. Ok, c'est très bien, mais concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une interface inutile? Qu'est-ce que c'est qu'un service inutile? Et là, c'est au cas par cas. De la même manière, quand on vous dit changement de mot de passe, ok, mais pour mettre quoi à la place? On a la même chose avec exp-config, configuration des ressources informatiques, et là, c'est les systèmes d'exploitation et les logiciels doivent faire l'objet d'un durcissement. Les configurations et mises à jour sont appliquées dans le strict respect des guides ou procédures en vigueur dans l'entité, ou par défaut, en vigueur au niveau central. Qu'est-ce que c'est que niveau central? Et qu'est-ce que c'est qu'un durcissement? Et donc, finalement, les avantages là-dessus, c'est que vous avez une vraie liberté d'interprétation des éléments. Par exemple, vous pouvez dire, bah, moi, mon système, il est durci, et justifier ça un petit peu comme ça vous arrange, si jamais vous estimez que ça vous apporte un niveau de protection satisfaisant. Et c'est flexible, c'est-à-dire que par exemple, la notion de service inutile, elle est soumise à vos besoins. Les inconvénients, c'est que bah, justement, c'est libre d'interprétation et c'est flexible, c'est-à-dire que quand il s'agit de transformer ça en règles concrètes, en actions concrètes chez vous, eh bien finalement, c'est difficile parce que quel est le niveau de durcissement que vous voulez choisir? Et puis, quelles sont les règles concrètes que vous voulez appliquer chez vous? Vous avez des choix en plus à faire. C'est-à-dire que plutôt que d'agir comme un mode d'emploi, eh bien, l'école française vous donne des grandes lignes directrices que après vous devez transcrire chez vous en fonction de vos besoins, mais en faisant des choix par vous-même. De la même manière, on pourrait se dire, bah, je vais partir finalement des recommandations de l'ANSSI, ce qui est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, bah, pour faire la partie durcissement de mes systèmes, je vais prendre les recommandations de l'ANSSI. Vous avez à ce titre recommandation de configuration d'un système GNU Linux. Donc ça, c'est typiquement pour faire du durcissement sur les machines Linux. Pour la partie Windows, là, c'est un petit peu plus complexe. Il y a des durcissements par rapport à tout ce qui est respect de la vie privée. Il y a des règles de durcissement par rapport à des fonctionnalités de sécurité pour bloquer l'exploitation de certaines vulnérabilités sur des postes de travail, en tout cas pour les rendre plus difficiles à exploiter. Et après, vous avez des recommandations pour du cloisonnement ou encore un guide qui est vraiment, vraiment intéressant, qui est aujourd'hui appelé recommandations sur le nomadisme numérique, mais qui est tellement complet, tellement riche et intéressant que vous pourriez en fait l'appliquer sur l'ensemble du système d'information aussi. Et donc, si je vous donne des exemples de recommandations sur le nomadisme numérique, donc un des guides de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, là, je vous ai mis 3 règles différentes. Il y a R9, mettre en œuvre une solution de chiffrement de disques sur les équipements d'accès nomade. En fait, ça, vous pouvez le faire sur les équipements nomades, mais aussi sur les équipements fixes. R10, maîtriser la connexion de support amovible, concrètement les clés USB, sur l'équipement d'accès nomade. R31, privilégier l'utilisation de protocoles chiffrés et authentifiés pour l'accès aux applications nomades au travers du tunnel VPN. Donc là, en fait, c'est comment on se connecte, avec quel niveau de sécurité dans les protocoles utilisés pour une connexion à distance.
On reste encore dans des choses très, très larges qui vous donnent une vraie liberté d'interprétation. Et donc, concrètement, quand vous lisez ça, si jamais vous démarrez sur la gestion de votre conformité, et ben là, la question que vous vous posez normalement, c'est bah, OK, mais concrètement, je crée quoi comme GPO? Et puis, comment je fais pour vérifier ça massivement et en continu? C'est-à-dire que même si, par exemple, je le fais le lundi, qu'est-ce qui me prouve que le mardi, c'est toujours en place? Et ça, c'est la principale difficulté d'implémentation des règles tirées de l'école française, on va dire, parce que cette flexibilité, cette liberté, elle a un prix, c'est que on ne peut pas spécifier de règles trop précises. À l'inverse, il y a l'école anglo-saxonne qui là, vous donne des règles ultra précises avec, par exemple, même des clés de registre à vérifier et des valeurs à vérifier. Donc ça, c'est des éléments qui viennent un petit peu du guide de référence qui s'appelle le CIS Benchmark. Donc, c'est Center for Internet Security, c'est le CIS. C'est une organisation internationale qui est quand même plutôt à culture anglo-saxonne et qui émet toute une série de règles que vous devez ensuite suivre chez vous. L'avantage, c'est que vous avez là des règles techniques ultra précises. C'est-à-dire que là, quand vous voyez une de ces règles-là, vous ne pouvez pas avoir d'interprétation possible. Il y a une règle technique, vous pouvez la vérifier, vous avez même une méthode pour ça, et la réponse, c'est soit c'est bon, soit ça ne l'est pas. L'inconvénient, c'est que c'est très difficile à faire accepter aux équipes. Je vous ai mis un exemple sur la partie de droite de l'écran. Si jamais vous regardez, en fait, il y a écrit ensure/tmp is configured, par exemple. Ensure/dev/shm is configured, etc. En fait, tout ça là, si vous regardez les règles du CIS Benchmark, par exemple pour la partie Linux, vous verrez que vous avez plein de partitions à créer, par exemple sur le disque de votre système Linux. En fait, en pratique, c'est très rare que ce soit le cas sur des masters classiques pour des machines Linux. C'est-à-dire que vous avez beaucoup, beaucoup de travaux à faire en plus sur vos machines. Et de la même manière, avec la partie Windows, vous allez vous retrouver avec des règles qui disent il faut que les mots de passe fassent au moins 15 caractères, ce qui est difficile à faire accepter à la plupart des utilisateurs. Donc finalement, en fait, cet inconvénient-là de difficulté pour appliquer concrètement et que ce soit bien vu par les équipes au niveau du durcissement CIS, bah, ça pose une question, c'est comment je fais pour continuer à travailler avec des humains qui ont aussi des besoins de simplicité, de fluidité. Comment je fais pour continuer à travailler avec un environnement qui est durci? Je vous ai mis quelques petits exemples de guides du CIS que vous pouvez librement télécharger aussi en PDF donc sur internet. Et donc là, on a des recommandations qui viennent sur Windows 10, sur CentOS 7, sur en fait la majorité des systèmes d'exploitation, vous avez un guide du CIS. Le problème, c'est qu'en fait, si jamais je devais comparer ça à quelque chose qu'on connaît un peu tous, eh bien, la conformité au CIS, c'est vraiment viser l'Everest. C'est super difficile. On peut pas commencer par ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on démarre le niveau de conformité comme ça, en termes de pilotage dans un système d'information classique, bah, en fait, on se retrouve vite débordé par le guide du CIS. C'est des règles qui sont beaucoup trop complexes à appliquer, qui ont énormément de friction au niveau des utilisateurs. Du coup, bah, comment on fait pour mesurer son niveau de conformité avec quand même de la flexibilité? Et puis, comment je peux faire pour durcir mon système d'information petit à petit, tout en restant motivé et plus important encore, en gardant la motivation de mes équipes? Eh ben, si jamais je reste sur l'image de l'Everest, nous, ce qu'on recommande, c'est de déjà commencer avec les équipes par viser un niveau un peu plus acceptable, par exemple la dune du Pilat. Puis, une fois qu'on a grimpé tous ensemble la dune du Pilat, on va aller peut-être voir le Mont Blanc. Et une fois qu'on a fait le Mont Blanc, là, on pourra atteindre l'Everest. C'est-à-dire qu'en fait, il faut juste y aller petit à petit et il faut faire des bons choix sur le sujet. Et donc, il y a des méthodes pour ça. Et notamment, nous, bah, au niveau de CyberWatch, on propose un logiciel qui gère ces éléments-là et qui va me permettre à la fois de vous présenter ces méthodes-là et puis de vous montrer comment on les traite avec notre produit CyberWatch Compliance Manager qui fait du contrôle de conformité. Donc, CyberWatch, c'est une solution qui fait de la gestion des vulnérabilités et du contrôle de conformité. Et donc, aujourd'hui, là, on va plutôt parler de la partie contrôle de conformité. Si jamais je résume un petit peu notre métier, on vous aide sur toute la partie maintien en condition de sécurité. Vous avez une brique de cartographie de vos actifs parce que déjà, avant de faire du scan de conformité, il faut savoir ce que vous avez à scanner chez vous. Vous avez ensuite un moteur
d'analyse qui est capable de faire des scans sur tout ce qui est donc gestion des conformités. Donc, on détecte en fait les problèmes que vous pourriez avoir chez vous. Ensuite, on peut identifier les actifs qui sont les plus exposés chez vous. Vous pouvez rajouter des tags notamment pour préciser ça, c'est un actif par exemple dans un système d'information de santé, ça, c'est un actif dans un système d'information normal. Et puis, on a une partie priorisation qui vous permet justement parmi toutes les règles de choisir celle qui vous intéresse réellement. Et on n'a pas réinventé la roue. L'ANSSI en fait propose une classification selon 4 niveaux pour MIRE, donc minimal, intermédiaire, renforcé, élevé. Et en fait, toutes les règles qui sont présentes dans CyberWatch sont reclassées suivant la nomenclature MIR de l'ANSSI. Vous pouvez derrière prendre des décisions en vous disant: «OK, j'ai atteint ce niveau de conformité-là, il me reste encore ça à faire comme action». Et puis, pour chaque défaut de conformité, vous avez la recommandation technique qui vous permet d'avancer concrètement, on vous donne même la ligne de commande là-dessus. Et derrière, vous pouvez demander à CyberWatch de contrôler que la recommandation a bien été appliquée chez vous. En termes d'architecture, nous avons une infrastructure cloud qui est hébergée chez OVH, qui en fait contient ce qu'on appelle la base de connaissances, qui héberge à la fois tout ce qui est règles de conformité et puis aussi, comme vous avez pu le voir si vous avez participé à notre webinaire précédent, cette base de connaissances, en fait, elle héberge aussi la base des vulnérabilités qu'on est capable de scanner. Chacun de nos clients a ensuite un scanner maître qui peut faire du scan donc dans le système d'information et qui se câble à notre base de connaissances pour récupérer de manière en fait horaire, c'est-à-dire que toutes les heures, vous récupérez les éléments. Ça vous donne les dernières informations sur les nouvelles vulnérabilités et sur les règles de conformité. Vous avez aussi la possibilité de mettre des scanners satellites pour faire du scan dans des environnements cloisonnés, le tout piloté depuis le scanner maître avec les résultats qui sont ensuite centralisés sur le scanner maître. Ça vous permet de gérer tout ce qui est cloisonnement réseau ou alors de gérer aussi tout ce qui est monté en charge. On a des modes de scan flexibles sur la partie aussi de conformité. Vous pouvez faire un scan de conformité avec ou sans agent. Concrètement, vous pouvez soit mettre un petit agent sur la cible et dans ce cas-là, c'est l'agent qui va envoyer des requêtes vers le scanner CyberWatch configuré via du HTTPS. Ou alors, vous pouvez donner un identifiant au scanner CyberWatch pour que le scanner CyberWatch se connecte à la cible en mode sans agent avec du SSH, du WinRM ou du SNMP. Enfin, on a un mode de scan qu'on appelle le mode déconnecté qui vous permet d'extraire les scripts d'analyse de CyberWatch, d'exécuter les scripts sur les cibles et de contrôler en fait de bout en bout la chaîne d'exécution des scripts de conformité. Et ça permet notamment sur des systèmes ultra sensibles, ça vous permet de faire des analyses très poussées dans des environnements très contraints. Vous pouvez faire coexister 3 modes de scan. Vous pouvez notamment faire du sans agent, par exemple, pour tout ce qui est serveur ou alors poste de travail, du serveur de l'équipement réseau, du avec agent pour les postes de travail, justement, et puis le mode déconnecté, par exemple, pour les équipements ultra sensibles qui seraient éventuellement sous classification, par exemple, diffusion restreinte ou autre. Et justement, le mode déconnecté, donc, ça fonctionne soit avec une clé USB, soit avec des informations qu'on peut récupérer depuis une CMDB tierce, ou alors vous pouvez aussi renseigner les éléments via un formulaire si jamais vous le souhaitez. Ça peut être plus simple pour vous dans certains cas. En termes de périmètre, sur la partie conformité, on scanne les postes de travail, les serveurs, les équipements réseau et les conteneurs. Donc l'idée, c'est sur ces éléments-là, on vous permet de faire de l'analyse de votre conformité, mais par rapport à des référentiels qu'on va voir ensemble. Donc maintenant, petite démonstration justement du produit. Donc, si jamais je vais sur le logiciel, donc dès que j'arrive, là, j'ai des indicateurs concrètement sur aujourd'hui combien j'ai d'actifs qui sont conformes ou alors qui ne sont pas conformes. Pour qu'un actif soit conforme, il faut que toutes les règles qui s'appliquent à cet actif-là soient réussies. Ça, c'est des indicateurs qui sont en général assez difficiles à faire évoluer parce que pour que toutes les règles d'un actif soient réussies, eh bien, il faut un petit peu de travail. À l'inverse, il y a un indicateur qui est bien plus motivant en général pour les équipes, c'est l'état des règles. C'est finalement aujourd'hui parmi tous les tests qui sont faits chez moi, eh bien en fait, combien de tests sont réussis. Et ça veut dire qu'à chaque action que vous corrigez chez vous, eh bien on progresse avec un peu plus de vert. Vous avez ensuite le niveau de conformité de votre système d'information.
selon la classification, selon la nomenclature MIR de l'ANSSI, donc avec quel est votre pourcentage par rapport au niveau minimal, par rapport aux règles de niveau intermédiaire, renforcé ou élevé. Et là, typiquement, sur un système d'information, donc de démonstration, on voit que j'ai pas été très bon sur les règles de niveau renforcé, que j'en teste même pas de niveau élevé, parce que ça, c'est vraiment difficile. Que sur la partie de niveau intermédiaire, j'en suis à 50%, et sur la partie de niveau minimal, j'en suis à 71%. On voit aussi les règles qui ont le plus échoué dans le système d'information. Comment je construis tout ça? Je vais dans la section actif déjà, et en fait, une fois que je vais dans la section actif, eh bien, je peux tout simplement, hop, je peux tout simplement faire des scans de découverte de mes actifs. Je peux cartographier mon système d'information. C'est-à-dire que finalement, je peux demander à CyberWatch de découvrir en permanence les actifs qui se cachent dans mon réseau. Et je peux aussi demander à CyberWatch de maintenir finalement un inventaire à jour de ce que j'ai chez moi de manière très pragmatique. Comment ça se passe? Et ben, en fait, je peux demander à CyberWatch d'aller chercher les informations, soit de manière heuristique, c'est-à-dire que je vais demander à CyberWatch d'aller découvrir, parcourir un environnement réseau, ou alors de faire du brute force, par exemple. Mais je peux aussi demander à CyberWatch de se baser sur des référentiels qui existent éventuellement déjà chez moi. Par exemple, un Active Directory. Je peux importer l'Active Directory. Je peux importer aussi un URL d'app et mettre toutes les machines comme ça dans CyberWatch. Je peux faire la même chose avec des environnements virtualisés comme du vSphere ou alors même des environnements cloud avec de l'OpenStack, du AWS, du GCP et du Azure. Je peux également voir combien d'actifs ont été découverts et scannés par rapport au nombre d'actifs découverts tout court. Ça vous permet de vous dire, OK, j'ai par exemple 200 actifs qui sont présents chez moi et je sais que j'en scanne déjà 50. J'ai encore un petit peu de travail dans ce cas-là, mais ça me permet de faire mon suivi. Pour la partie conformité, du coup, comment ça se passe derrière? Eh bien, je peux enregistrer mes actifs donc avec ou sans agent. Et ensuite, eh bien, pour tous mes actifs, j'ai une barre de progression qui m'indique leur niveau de conformité. Comment cette barre est déterminée? Eh bien, chaque actif se voit associé, et c'est moi qui choisis, un ou plusieurs référentiels. On a ici des référentiels, par exemple, comme CIS Benchmark, ou alors Security Best Practices, ou alors mon catalogue, c'est-à-dire qu'en fait, CyberWatch vous permet aussi de créer vos propres référentiels de règles. Comment concrètement ça se passe? CyberWatch embarque une encyclopédie des règles. En fait, c'est une base qui contient donc toutes les règles que nous pouvons tester pour vous. Et ces règles, elles sont classées dans un ou plusieurs référentiels. Ces référentiels, ils proviennent notamment donc du CIS Benchmark, par exemple, mais aussi d'une interprétation des guides de l'ANSSI. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de l'appeler guide ANSSI parce que c'est une interprétation des guides de l'ANSSI, mais on vous propose notamment un référentiel qui s'appelle Security Best Practice et qui est un peu le référentiel de base que vous pouvez tester sur vos actifs. Si jamais je clique dessus, eh bien, en fait, vous allez voir que au niveau des règles qui vont rester, on va typiquement pouvoir visualiser les règles qui sont liées à des référentiels du guide d'hygiène, par exemple, ou alors le guide du nomadisme notamment. Donc, c'est typiquement des règles qui vont parler de la présence d'un antivirus à jour sur les actifs, d'un pare-feu, de la présence d'une connexion VPN, etc. Donc, ça vous donne les éléments. Et là, par exemple, on voit la règle SBP Win 01001 qui dit qu'il faut vérifier qu'il y a au moins un antivirus installé et activé sur l'actif que je vais tester juste après. Vous pouvez aussi constater que chaque règle a une colonne, donc là, qui s'appelle niveau. Et en fait, ça, c'est le niveau donc, de la nomenclature ANSSI avec minimal, intermédiaire, renforcé, élevé. Et si je résume, si jamais vous prenez les règles de n'importe quel référentiel et que vous appliquez déjà l'ensemble des mesures de niveau minimal, en fait, c'est déjà vraiment, vraiment pas mal. Le reste, c'est un peu plus facultatif suivant le degré d'exposition des différents actifs que vous pouvez avoir. Mais c'est vraiment déjà pas mal. Plutôt que de partir des référentiels que nous vous fournissons, vous pouvez aussi créer vos propres référentiels. C'est-à-dire que typiquement, vous pouvez créer votre propre colline à gravir pour démarrer votre chemin vers la conformité un petit peu de votre système d'information. On peut cocher donc plusieurs règles, par exemple, et là, vous pouvez dire, ces 4 règles-là,
je vais les ajouter dans un référentiel que je vais appeler mon catalogue ou que je vais appeler, par exemple, mon catalogue de niveau 1, et cetera. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez prendre des règles dans notre logiciel et faire vos propres catalogues. C'est un petit peu comme si vous faisiez vos courses dans un gigantesque rayon avec énormément de règles de conformité. Au-delà de cela, vous pouvez aussi créer vos propres règles de conformité. Si je vous fais la démonstration, là, je vais demander à regarder les règles sur les mots de passe qui sont dans le référentiel Security Best Practice. Et il y a une règle là où on voit que la longueur minimale de mot de passe, elle doit être de 14 caractères. Ça, c'est très bien, mais il y a certaines institutions pour lesquelles c'est pas possible de généraliser cette règle-là sur l'ensemble du parc informatique. Tout simplement parce que vous avez peut-être certains utilisateurs qui vont dire 14 caractères, pas tout de suite. Est-ce qu'on peut augmenter progressivement? Est-ce qu'on peut déjà mettre une règle, par exemple, à 12 ou à 10 caractères? Eh ben, il n'y a pas de problème avec CyberWatch. Vous pouvez faire action, dupliquer la règle, et dans ce cas-là, vous avez accès à un formulaire qui reprend tous les éléments de la règle et vous pouvez modifier les différentes valeurs. Ça vous permet concrètement de dire, OK, ben en fait, finalement, plutôt que de commencer tout de suite par l'Everest, je vais commencer par la dune du Pilat, justement. Ça vous permet d'abaisser le niveau d'exigence de certaines règles et mieux vous faire ça et progresser plutôt que de rester face à une montagne gigantesque qu'on ne peut pas grimper parce que les équipes ne seront pas motivées pour avancer. Là, ça vous permet d'avoir des éléments qui sont actionnables et réalisables. Ces règles, une fois que vous les avez créées, donc vous les mettez dans un ou plusieurs référentiels et après, tout simplement, eh bien, vous allez affecter les référentiels à l'ensemble de vos machines. Donc, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs machines et vous pouvez dire, eh bien, je vais ajouter des référentiels. Et quand vous faites ça, vous choisissez le ou les référentiels, par exemple mon catalogue. Là, je peux demander à CyberWatch d'appliquer les règles de mon catalogue à mes actifs. Un référentiel, ça peut contenir des règles Windows et Linux, par exemple. Et donc, CyberWatch fait automatiquement le calcul pour vous des règles réellement applicables par actif, de sorte à ce que vous ne soyez pas importuné avec des règles, par exemple Windows, qui échoueraient forcément sur des systèmes Linux. Donc, on fait automatiquement pour vous la vérification. Une fois qu'on a ces éléments-là, vous pouvez ensuite consulter les résultats pour chacun de vos actifs. Et là, vous avez donc la visibilité donc, du niveau de conformité pour l'actif en question. Et en dessous, vous avez toutes les règles qui ont été testées avec leur état et leur niveau également. Et vous avez la nomenclature avec la référence. Donc là, par exemple, on voit SBP, ça c'est pour les règles Security Best Practice. Et là, vous avez aussi les règles du CIS juste en dessous. Vous avez le nom de la règle, le niveau de la règle, le ou les référentiels associés, la date de vérification, et puis vous pouvez aussi cliquer pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Par exemple, si jamais je prends cette règle-là, donc là c'est une règle qui est assez connue en général dans les environnements Linux, ça vise à dire la connexion directe avec le compte root en SSH sur une machine. Je peux cliquer sur la petite loupe au bout là, et dans ce cas-là, je vais demander à CyberWatch tout simplement de m'afficher ce qu'il s'est passé. Donc là, je vois que je suis en situation d'échec sur cette règle-là, sur cet actif-là, et j'ai le script qui a été exécuté avec le résultat, et on voit effectivement qu'il y est écrit permit root login yes. Or, on voit ici que la remédiation, elle demande de mettre permit root login à no. Typiquement, je peux aller sur ma machine avec une connexion SSH, je change la valeur et après je peux demander à CyberWatch de revérifier la règle en question. Et CyberWatch va faire passer la règle au vert si jamais ça a été corrigé. Je peux aussi demander à CyberWatch de m'afficher les éléments par règle, c'est-à-dire que je peux cliquer sur la fiche de la règle associée, ça m'emmène dans l'encyclopédie des règles, et là je vais pouvoir faire mon suivi pour la règle en question. Et ça va m'afficher que là, par exemple, hop, j'ai une machine qui est testée et qui est en échec dessus. Donc je peux vraiment faire mes suivi comme ça. En termes de rapports, vous pouvez faire des rapports au format CSV. C'est des données brutes qui sont en général très importantes pour les auditeurs, mais aussi en termes de pilotage, vous pouvez générer des tableaux de bord Kibana. Hop.
Et donc, on embarque en fait pour vous un Kibana directement donc dans le logiciel qui est présent donc sur votre instance. Et là, donc, si jamais je vous montre un petit peu les éléments, eh bien, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'on fournit plusieurs aussi tableaux de bord préconstruits qui vous permettent de faire vos analyses. Donc là, j'ai mon navigateur web qui charge les données en JavaScript, qui charge le tout, et on va pouvoir consulter tout ça. Donc, je vais vous montrer plusieurs types de tableaux de bord. Hop, hop, hop. Donc, ça va être la partie rules. Hop. Donc, vous avez en fait la possibilité de voir les règles suivant plusieurs types d'approches, avec aussi donc des diagrammes, ou alors vous pouvez aussi créer des heatmaps, c'est-à-dire que ça vous permet de découper vos analyses suivant différents types de besoins. Et ça vous permet en fait de voir, en fait, par famille de référentiels, le niveau de conformité de chaque niveau et de chaque référentiel. Donc, vous avez plusieurs types d'approches qui sont possibles et tout est personnalisable. Ça, c'est le gros avantage du sujet. Par exemple, si jamais je vous montre à quel point, entre guillemets, c'est facile de faire de la personnalisation comme ça avec une technologie de ce type-là, hop, donc je vais vous montrer. Donc, voilà, je vais vous montrer 2 exemples. Et en fait, donc tout est personnalisable, c'est-à-dire que vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer aussi les filtres et tout que vous souhaitez voir. Et du coup, hop, voilà. Là, par exemple, ça me permet de voir que j'ai 69,01 de mes règles qui ont réussi, 30,99 de mes règles qui ont raté, et parmi les règles réussies, on voit qu'en fait, j'ai, pour l'essentiel, réussi des règles de Security Best Practice, puis des règles du CIS Benchmark. Et à l'inverse, on voit que sur les règles qui ont raté, j'ai 25 des règles qui sont donc issues du Security Best Practice et 5,63 des règles qui viennent de mon catalogue, par exemple. Ça vous permet de découper comme ça, d'une première grille d'analyse, vos analyses, vos tests de conformité. Et vous avez la même chose aussi possible avec d'autres visualisations comme celle-ci, où là, ça reprend les mêmes résultats, mais ça vous les présente aussi différemment, donc suivant vos besoins. Là, par exemple, ça me permet de voir que finalement, en termes de système d'exploitation, la plupart de mes règles réussies viennent de la partie Debian, donc Debian 9 et Debian 10, tandis que sur mes règles qui ont raté, eh bien, on voit que c'est principalement sur du Windows Server 2012 R2. Donc, ça vous permet de vraiment piloter votre système d'information, soit par référentiel, soit par type de technologie. Et là, par exemple, je pourrais aller voir les équipes Microsoft en interne en disant, attention, là, au niveau de l'administration des systèmes Windows, on a eu quelques petits problèmes, est-ce qu'on peut mettre un plan d'action? Donc, ça permet vraiment de visualiser les éléments avec un angle métier pertinent, soit par référentiel, soit par groupe, soit par système d'exploitation. Donc, voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur notre produit au niveau de la gestion des conformités. Et donc, l'objectif de notre produit de contrôle des conformités comme ça, c'est de vous proposer une approche qui est pragmatique, qui vous aide à avancer au quotidien sur la gestion de vos conformités, avec découverte de vos actifs, pas mal de référentiels aussi qui sont testés. En fait, on teste les principaux référentiels du marché, tout simplement. Et là, nous sommes également en train de rajouter la capacité à tester le niveau de conformité des offres cloud en elles-mêmes. C'est-à-dire que un fournisseur cloud, ça a aussi toute une série de configurations. Par exemple, si je vous donne le cas classique dont on a pu entendre parler ces dernières années, un environnement AWS, donc les environnements cloud fournis par Amazon, eh bien, il faut faire attention en termes de règles de sécurité et de conformité parce que sinon, ce qu'on appelle les buckets S3, c'est-à-dire là où on stocke des fichiers statiques, eh bien, ça se retrouve très facilement exposé au grand public sur Internet. Et quand c'est le cas, c'est catastrophique. Eh bien, il y a des règles qui permettent de tester tout ça et de vérifier si vos configurations rendraient difficile la vie à un pirate qui essaierait d'attaquer votre environnement cloud. Et donc, on est en train de rajouter aussi ces éléments-là pour cet été. Donc, on fait pas mal de choses en termes de référentiels testés et ça s'agrandit.
Le reste, c'est les éléments que je vous ai montrés avec la petite démonstration, mais ça sera aussi disponible dans la brochure qu'on va vous envoyer. Et puis, naturellement, on peut s'interfacer avec d'autres outils. Nous exposons nous-mêmes une API REST avec des clients en Python, en Bash et en PowerShell. Vous pouvez en plus interfacer SiteGround avec des API tierces REST, du moment qu'elles sont avec une architecture REST, c'est bon. On est aussi capable de gérer des interfaçages avec du Webix, le protocole SAML, du syslog, etc. On s'insère vraiment dans votre système d'information de sorte à pas être un produit isolé, mais à vraiment être dans votre processus complet de maintien en condition de sécurité. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tous ces éléments-là? Est-ce que vous avez quelques questions sur donc, la gestion de la conformité sur des environnements de santé? Alors vous pouvez écrire donc dans le chat directement, vos questions, sinon il y a aussi une section, questions dans laquelle vous pouvez écrire à votre convenance. Donc, Audrey, est-ce que nous avons des éléments qui sont écrits par nos spectateurs? OK. Bah, ça marche. Eh bien, en tout cas, si jamais vous avez des questions, faut pas hésiter, vous avez aussi nos coordonnées. Je vais vous les redonner aussi à la fin de ce document-là. Et je rappelle que nous faisons toutes ces opérations-là dans le cadre de notre référencement auprès de Elodie. Donc, c'est un programme fait par la CAIH, la Centrale d'achat d'informatique hospitalière, avec SCC. Et donc, on propose des webinaires en fait à destination des établissements de santé dans ce cadre-là. Et donc, il y a un marché de 4 ans qui a été notifié en 2020 à ce sujet, qui référence donc 250 solutions logicielles, dont nos produits de gestion des vulnérabilités et de contrôle des conformités. Et pour plus d'informations, donc voici nos coordonnées. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous envoyer aussi un email. Nous sommes une société française, on est référencé à la CAIH, on est aussi membre d'Exatrust et on est même membre du bureau d'Exatrust. On a le label utilisé par les armées françaises et on est également membre du CLUSIF. N'hésitez pas si jamais vous souhaitez obtenir des informations ou même faire un essai de notre produit ou si jamais vous souhaitez voir une démonstration un peu plus détaillée, on se fera un plaisir de vous répondre et de traiter vos demandes. Sur cela, bah, je peux rester encore un petit peu de temps si vous le souhaitez et sinon je vous souhaite une excellente journée et merci pour votre présence.